Salut à tous, c'est Constant qui vous parle. On se retrouve pour débriefer ce match 5 entre OKC et Dallas. C'est l'avant-dernier débrief de ces playoffs 2024 du Thunder. Donc bonjour à tous. Encore moins heureux de vous retrouver que lors du match 3, puisque cette défaite signe plus ou moins la fin de saison du Thunder. Mais pour ça, débriefer ce match, un débrief qui risque d'être peut-être plus court que les autres, étant donné qu'on risque de faire 150 variations sur le même thème. Je suis accompagné de Tom. Tom, on s'était quitté après le Game 4 avec un pronostic de ta part du Thunder sur le match 5. Visiblement, ce pronostic ne s'est pas réalisé ou ne s'est pas vu transposé à la réalité. Ah, pas du tout. Je me suis bien planté sur mon prono et c'est regrettable. On va faire le débrief de ce match, mais c'est une défaite plutôt logique d'ailleurs. C'est pas du tout un vol de la part de Dallas. Non, c'est une défaite plutôt logique et c'est une future élimination plutôt logique. Du coup, j'avais vu dans les commentaires du débrief du match 4 des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec nous sur le terme braquage au match 4. Là, je pense que quand on voit la domination d'Emma sur ce match 5, on peut effectivement confirmer que le match 4 était un braquage et que c'était plus Dallas qui nous a donné ce match en loupant des lancers qu'OKC. On va revenir donc sur cette défaite du Thunder 104-92. Avant ça, puisque c'est l'avant-dernière fois que je peux le dire, peut-être même la dernière fois, on ne sait pas, je me porterai peut-être pas pour le débrief du match 6. Non, mais toujours est-il, abonnez-vous partout, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch, 5 étoiles sur les plateformes de podcast, d'écoute de podcast, que ce soit Spotify ou Apple Podcast, les petits pouces, et puis on va résumer donc cette défaite 104-92 du Thunder avec le premier point majeur, avant même que le match débute. Josh Giddey qui a été benché au profit d'Isaiah Joe. C'était un petit peu la news inattendue. Euh, Avant le début de match, on verra si Mark Gainwell rebenchera Josh Giddey pour le match 6, mais c'est pas avec la perf d'Isaiah Joe que ça a conforté son rôle de titulaire. Toujours est-il que le Thunder avait bien débuté, puisque OKC avait débuté sur un 8-2 avec, tenez-vous bien, 2 tirs à 3 points de suite rentrés. Et ça, c'est incroyable. Ça, je ne sais pas si on l'a revu une seule fois de tout le match après. Donc, il y avait 8-2 pour OKC avec un Shai Gilgeous-Alexander qu'on avait vu très bon, notamment au playmaking, plus dans un rôle de meneur avec l'absence de Giddey a beaucoup porté la balle. Et puis Dallas, ça fait, bon, on va te mettre un petit 9-0 en sortie de temps mort, là, ça va calmer. Non, Dallas qui a encore une fois appuyé sur l'accélérateur lors de ce premier quart-temps, avec notamment un Derrick Jones Jr. qui, contrairement à PJ Washington, a décidé d'être le Thunder Killer sur ce match. Hein. C'est quand même pratique quand tu as des role-players qui peuvent step up et que toi, de ton côté, il n'y a personne qui step up au niveau de tes leaders. Luka Doncic aussi, c'est ce que j'ai dit, je crois que je l'avais tweeté ou que je l'avais envoyé dans une conv. Regardez le premier quart de Luka Doncic. Quand c'est le premier quart de Luka Doncic, t'es fan de l'équipe qui joue en face, tu te dis c'est inquiétant un petit peu parce que là, il a l'air d'être beaucoup plus focus que sur le match 4. Non mais voilà, OKC qui se retrouve largement dominé sur ce premier quart-temps, 24-22 à la fin du premier quart. L'écart, on va dire, est stable, c'est mieux. Enfin, on va dire que l'écart est mieux à la fin du premier quart-temps que ce qu'il était sur le match 4 ou sur le match 3 ou sur le match 2. Donc ça, c'est un point positif. Toujours est-il qu'OKC a complètement pris l'eau sur les minutes sans Shai Gilgeous-Alexander en début de deuxième quart-temps, puisqu'on se retrouve à peu près à plus 11 Dallas au moment où il revient sur le parquet. Dallas qui, au total, va envoyer un run de 48-29, c'est ça, entre le 8-2 au KC et les 2 dernières minutes du deuxième quart-temps où il y a 50-35 pour Dallas. Donc Dallas va prendre 15 points d'avance, un petit peu comme dans le Game 4. OKC va parvenir à combler l'écart avec un 3 points d'Isaiah Joe et un gros drive de Jalen Williams qui est venu un petit peu poster Daniel Gafford. Donc voilà, moins 8 à la mi-temps, non, plus 10 d'ailleurs à la mi-temps, puisqu'il y a le rebond offensif de Josh Green. Plus 10 à la mi-temps, on se dit, bon, OKC, encore une fois, pas d'adresse. De l'autre côté, Dallas est quand même très adroit à 3 points. OKC termine la mi-temps à 6 sur 20 à 3 points, là où Dallas est à 7 sur 17. Mais on était moins, enfin j'ai envie de dire, j'étais moins confiant sur cette première mi-temps quand j'ai vu les grandes largeurs d'OKC, notamment sous le panier défensivement. Et après le troisième quart, franchement, même globalement la deuxième mi-temps, ça se résume à Dallas qui contrôle le tempo et OKC qui reste à entre 15 et 10 points avec Shea qui va mettre 14 points et un Luka Doncic qui va continuer son récital offensif. Dallas semblait avoir fait le plus dur en toute fin de, enfin
milieu de quatrième quart-temps avec un 3 points de Luka à 9 mètres où il regarde le public, où voilà, Mark Daigneault prend temps mort. OKC va avoir un mini, tout petit espoir de comeback, le fake comeback du Thunder pour revenir à 7 avec un dunk de Chet Holmgren, qui sera bien évidemment fumé par 5 points de suite de PJ Washington, qui d'autre que lui, pour en mettre fin aux espoirs de ce match 5. Donc, défaite 104-92 OKC. Tom, comme je t'ai dit en off, je n'ai pas grand-chose à dire moi sur ce match 5 parce que très honnêtement, on va beaucoup se répéter sur des choses qu'on a déjà dit au match 4 et au match 3. Donc, pas forcément envie de redire 150 fois les mêmes choses que j'ai dit. Néanmoins, il y a une petite variance, on va dire, qu'on a vu sur ce match 5. C'est que OKC s'est fait ouvrir sous le cercle, ce qui n'était pas le cas sur le restant de la série. Mais avant ça, parce qu'il faut quand même garder un semblant de fil conducteur, t'en ressenti un petit peu sur ce match? Est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu es déçu finalement? Est-ce qu'on ne peut pas s'accorder pour dire que c'est un résultat extrêmement logique et qui est dans la lignée de ce qu'on voit depuis le match 2, très honnêtement, à savoir que Dallas est la meilleure équipe sur cette série? Ouais. Dallas mérite clairement son avantage. 3-2 ou alors 4-1, je sais pas. Mais en tout cas, Dallas est un cran au-dessus d'OKC sur cette série. Et là, ce qui est dommage, c'est que le match 4, OKC n'a pas été bon offensivement, mais avait été plutôt cohérent défensivement, hormis sur le premier quart. Là, la défense n'a pas été terrible non plus. Honnêtement, il y a eu on a été beaucoup trop sanctionné par l'attaque de Dallas. Alors certes, ça sert pour Dallas d'avoir Luka Doncic qui fait enfin un match à la Luka Doncic, avec un beau 30-10-10, un beau triple-double efficace avec plein de bonnes actions. Il a l'air même mieux physiquement, Luka. Il a l'air d'avoir un peu récupéré. Donc, si t'es fan de Dallas, t'es content parce que ça n'augure que du bon pour lui. Bon, pour nous, c'est chiant par contre. Et ouais, non, c'est une défaite logique. Concrètement, l'écart de 12 points n'est pas volé. Ça aurait pu, si Dallas avait pas laissé, enfin, ils n'ont pas vraiment laissé, mais le petit run du quatrième quart, ça aurait pu finir à 20 points d'écart. Ça aurait pas été scandaleux non plus, tellement il y avait un écart entre les deux équipes. Sachant que, tu l'as dit au début du résumé de ce match, Isaiah Joe a intégré le 5 à la place de Josh Giddey. Je pense que c'est le point principal, c'est un des points principaux de ce match. Le plan de jeu de Mark Daigneault offensivement, je le trouvais pas si mal. Ça a apporté, on a senti au début, alors Isaiah Joe finit à 2 sur 8 à 3 points et ça n'a pas marché du coup, ce coup tactique. Et c'est Cason Wallace qui a pris beaucoup de minutes dans le 5 en deuxième mi-temps et qui n'a pas rentré ses tirs non plus, Cason Wallace. Mais en début de match, en tout cas, on a vu qu'il y avait plus de spacing. Joe qui rentre un 3 points, tu l'as dit, ok, si, mais 2-3 points de suite, ce qui était paranormal. Une hérésie, une hérésie totale. Ils sont bien rattrapés après le Thunder en ratant plein de tirs ouverts. Vous inquiétez pas, c'est la constante de cette série. Mais ouais, non, le plan de jeu, en tout cas, je le trouvais pas mal. Ça apportait plus de spacing. C'est un match où il y a eu plus d'accès sur des drives, notamment, où je trouve que l'idée était bonne. La réalisation n'a pas du tout été là parce que rien n'est rentré et que les joueurs n'ont pas réussi à être efficaces et à sanctionner. Mais le plan de jeu de base, en tout cas, était pas mal. Donc, je sais pas vraiment si je suis négatif sur Daigneault sur ce match-là spécialement, parce que Joe titulaire, Giddey en sortie de banc, moi j'étais content qu'il le teste, même si j'aurais bien aimé qu'il le teste en régulière déjà. Mais Giddey, on a vu qu'il avait été plutôt bon en sortie de banc. Les choix ont été cohérents, je trouve. Et juste, l'exécution n'a pas été bonne. Et comme tu l'as dit, les role-players du Thunder n'arrivent pas à step up là où les role-players des Mavs, dans un match où, par exemple, PJ Washington est clairement moins dominant que les autres, on a enfin eu un PJ Washington qui retrouve un niveau normal. C'est Derrick Jones Jr. qui sort de sa boîte et qui met quasiment 20 points. Il est à 19, je crois. 19 points, ouais. À 7 sur 9. Il fait une première mi-temps. Je crois qu'il a 6 sur 6 en première mi-temps. Il est monstrueux, vraiment. Oui, 6 sur 6 et 3 sur 3 à 3 points. C'est ça, ouais. 15 points à 6 sur 6. Très fort, Derrick Jones Jr. Et ouais, même Derek Lively a été bon. Enfin, voilà, tu sens déjà que les role-players des Mavs, sans même parler des lieutenants, parce qu'on va parler de J-Dub et Chet qui sont pas au niveau, mais sans même parler des lieutenants, les role-players des Mavs, il y en a un peu plus qui step up que côté d'OKC, où si vous regardez les récaps de tous les matchs, on parle à chaque fois d'un role-player qui sort du lot. Il y a eu Isaiah Joe sur un match, il y a eu Aaron Wiggins au Game 1, il y a eu du Cason Wallace sur le Game 4, mais il y a à chaque fois un seul joueur qui sort du lot. Et jamais une explosion comme là, Derrick Jones Jr. qui en met 19, alors que c'est un mec qui doit mettre 5 points normalement. Donc
Donc voilà, c'est en tout cas, une défaite plutôt logique des deux côtés du terrain et un match où on n'a jamais, j'ai jamais senti qu'OKC allait revenir, honnêtement. Même quand il y a eu ce mini-run et qu'on est revenu à 7 points, j'ai pas senti Dallas trembler plus que ça. Ils ont fait le boulot et ils ont bien maîtrisé ce match. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, tu parlais de Derrick Jones Jr. et tu as bien fait de mentionner Lively qui termine en double-double aussi. 11 rebonds, 10 rebonds, 11 points avec 3 rebonds offensifs et 5 sur 6 au lancer. C'était, il me semble, son premier double-double depuis février. Hein, donc déjà, ça témoigne aussi d'un truc. Je suis d'accord sur ce côté un peu, les role players de Dallas ont été très bons et là, ça va complètement à l'encontre du pronostic moi que j'avais fait sur la série. J'avais mis 4-3 OKC parce que je pensais que l'équipe d'OKC collectivement était mieux construite que cette équipe de Dallas. Bah, force est de constater que c'est pas du tout le cas. Quand tu vois que sur le match 4, ton deuxième meilleur joueur, c'est Kayson Wallace. Sur le match 4, sur le match 2, ton deuxième meilleur joueur, c'est Jalen Williams. Sur le match 5, ton deuxième meilleur joueur, c'est Josh Giddey. Enfin, tu n'as jamais eu le même deuxième meilleur joueur côté OKC sur 2 matchs de suite. Et quand tu vois que les deuxièmes meilleurs joueurs, c'est jamais ni Jalen Williams, ni Chet Holmgren, eh ben, tu te rends compte du gouffre que tu as à compenser et que chez Gilgeous-Alexander, même si on peut lui reprocher 2-3 trucs très vite fait, dont on parlera après, ne peut pas compenser à lui tout seul. Après, sur le fait d'intégrer Isaiah Joe, on avait vu que ça avait bien marché, comme tu l'as dit, en début de match, avec Shea beaucoup plus passeur, même s'il perd des ballons aussi dans le premier quart, mais plus passeur de je vais faire je vais jouer mon pick and pop avec Chet, je vais essayer de servir Isaiah Joe dans ses spots. Sauf que j'ai l'impression qu'OKC s'est encore perdu dans la prise de décision où c'était catastrophique, très honnêtement. Même Isaiah Joe, hein, il y a des prises de décision à 3 points, on parlera de Lou Dort après, mais il y a des prises de décision d'Isaiah Joe à 3 points qui sont catastrophiques. Il prend des 3 points en transition semi-contestés. C'est vraiment pas les bons tirs qu'il faut prendre. Oui, après, sur Daigneault, je pense que Isaiah Joe, c'était un peu le bon choix à faire. Peut-être qu'on aurait pu mettre un Ron Wiggins ou un Kayson Wallace, mais sur le choix des hommes, c'était le bon choix. Sur le plan de jeu, les schémas défensifs, on en parlera après, mais il a décidé de mourir avec ses idées et visiblement, il va pas tarder. Enfin, ses idées ne vont pas tarder à mourir très vite, ou en tout cas d'ici samedi. Donc voilà, je suis globalement, non, d'ici dimanche d'ailleurs, la nuit de samedi à dimanche. Non, voilà, pour moi, assez pas frustré, oui, parce que voilà, très honnêtement, moi dans un coin de ma tête, avant le début des playoffs, je me disais, à partir du moment où tu ne perds que contre Denver, je m'en fous. Alors, moi, l'objectif, c'est je voulais perdre que face à Denver. Là, tu vas perdre face à Dallas avec Luka qui a joué un bon match sur 5, pas de Maxi Kleber, ça me casse un peu les pieds, mais force est de constater. Bravo aux fans des Mavs, bravo à cette équipe des Mavs qui joue largement mieux que cette équipe d'OKC. Tom, je vais te lancer sur un point qui varie justement par rapport aux autres points sur les autres, qui varie des autres points qu'on a pu évoquer sur tous les matchs de cette série, la défense près du cercle, parce que OKC s'est fait rouler dessus près du cercle. On est au 5e match et OKC se fait encore avoir sur les situations de l'homme entre Luka Doncic et Derrick Jones Jr., entre Luka Doncic et Derek Lively, entre Luka Doncic et Daniel Gafford, entre Luka Doncic et PJ Washington. Donc il y a peut-être un moment où il faudrait quand même trouver des solutions qui ne sont toujours pas trouvées du côté d'OKC. Dallas n'a tenté que 23% de ses tirs près du cercle. Par contre, ils ont terminé à 15 sur 17 en termes d'efficacité. Ça fait 88%. C'est dans le 97e centile sur la saison. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que 3% des équipes qui ont fait mieux sur toute la saison en termes d'efficacité près du cercle. On a essayé de louer l'aspect défensif de Chet Holmgren tout au long de la série. Il n'a pas été aidé par les trappes systématiques et bien trop agressives du Thunder, mais force est de constater que sur ce match, on n'a pas du tout vu son impact et OKC s'est fait rouler dessus, que ce soit sur le flotteur de Luka, que ce soit sur les drives de Kyrie ou ces énièmes situations de lob que tu ne devrais plus avoir sur le 5e match d'une série. Ouais, non, les lobs, c'était insupportable. Parce que Dallas sanctionne dans les corners, on l'avait dit dès le début de la série, Dallas, c'est une équipe qui aime bien shooter dans les corners et OKC dans son schéma défensif est OK avec le fait de laisser des tirs ouverts dans les corners. Et donc là, corner droit, c'est pas rentré, mais corner gauche, ils ont encore sanctionné Dallas. Par contre, sur les lobs, ouais, c'était insupportable. Franchement, sur le match, c'est flagrant. Gafford et Lively, ils ont récupéré un nombre de ballons en l'air. C'était parce que tu vois, au-delà même des finitions au cercle, tu l'as dit, quelques flotteurs, etc.
c'est vraiment les lobes qui étaient beaucoup trop faciles. Là, tu as un Luka qui était vraiment beaucoup plus en forme et qui timait très bien ses passes sur les alley-oops. Mais c'est pas possible de te faire manger comme ça. Là franchement, Gafford Lively, ils ont défoncé Chet. Honnêtement, l'impact défensif de Chet qu'on a loué sur tous les playoffs, là, il n'était pas là. Et clairement, ouais, et on n'a pas trop vu PJ Washington, je trouve, sur ces lobes-là, mais on sait que c'est un mec qui est capable de sanctionner, mais il y a eu un peu de Derrick Jones Jr. Voilà, c'est un point important parce que c'est les paniers les plus simples, les paniers sous le cercle. Et ce qui faisait ce qui fait même la force d'OKC globalement, c'est que ça défend très bien le cercle, que ça préfère laisser des trois ouverts, comme dit notamment dans les corners. Là, à partir du moment où tu prends la sauce sous le cercle, tu peux pas espérer stopper l'attaque de Dallas, surtout avec un Luka Doncic dans cette forme-là. Donc ouais, non, t'as senti. C'est pour ça que je suis assez. Bon, on fera le pronostic du Game 6 à la fin de ce débrief, mais je suis un peu comme toi assez pessimiste sur la suite parce que j'ai l'impression que de ce qu'on voit sur cette série, Dallas est une équipe plus aboutie. Ouais. Ne serait-ce que dans son identité de jeu et dans la composition de l'équipe. Ok, ici, on voit où ça va, mais tu sens que c'est un peu jeune, pas forcément en termes d'âge des joueurs, mais en termes d'expérience collective. Là où Dallas, ils ont compris quelle était leur identité. C'est une équipe très athlétique, une équipe avec beaucoup de joueurs qui vont attaquer le panier, des joueurs très actifs. Et c'est un truc qu'ils arrivent à très bien transposer sur ces playoffs. Ils l'ont fait contre les Clippers et là contre OKC. Ça se voit de plus en plus que Dallas est plus athlétique, que Dallas est plus grand et que Gafford et Lively, c'est vraiment des problèmes en fait. Des problèmes surtout offensivement pour la défense d'OKC en tout cas. Ouais, après Chet, il s'est fait globalement dominer, mais il peut pas tout faire. C'est ce que j'avais dit sur le débrief du Game 4. Quand tu as Luka qui est dans cette situation, je sais plus comment JJ Redick et LeBron ils appelaient ça, mais il y a la pause d'écran et le défenseur est derrière lui. Souvent, c'est Lou Dort qui est derrière lui. Il s'arrête, il ralentit un petit peu son dribble, il se met un petit peu en arrière pour avoir Lou Dort derrière lui. Et du coup, comme tu as Gafford qui est en train de rouler, Chet, il doit prendre une décision en fait, parce que Lou Dort, quand il est derrière Luka Doncic, il ne sert littéralement à rien. Donc, soit Chet, il doit sortir sur Luka. S'il sort, il se mange le lob, soit il sort pas et du coup il se mange le flotteur de Luka qui a été, comme tu l'as dit, immense. Je dis souvent des conneries. Par contre, quand j'avais fait le pronostic du match 5 sur le débrief du match 4, j'avais dit attention à Luka qui n'a pas fait un bon match de la série sur ses standards. Là, effectivement, il a fait du Luka Doncic dans le texte et du Luka Doncic un peu plus habituel au niveau de ses performances. Mais oui, je trouve que défensivement, il y a des situations où on avait commencé à les voir au match 4, on l'a vu au match 5, là, le alley-oop de Luka où il a à peine passé la moitié du terrain pour je sais plus qui. Ouais, c'est des trucs qui sont pas acceptables. C'est des trucs qui sont pas acceptables. Donc c'est un manque de concentration, ça, ce genre de panier-là. Tu dois être placé et ouais, non, il y en a eu plusieurs dans ce match où les passes venaient. Je sais plus s'il y en a une de Kyrie sur ce match-là aussi. Mais c'est peut-être sur un autre. C'est possible. En tout cas, des passes du milieu de terrain, c'est pas normal. Autant, comme tu dis, les situations où Luka met Dort dans le dos et où Chet il se retrouve un peu le cul entre deux chaises, là, ok. Surtout qu'on n'a pas le personnel pour qu'il y ait un mec qui vienne en aide pour aider Chet. Le mec qui vient en aide, il fait moins de 2 mètres. Donc forcément, sur un lob, Gafford ou Lively va prendre le dessus. Mais ouais, c'est pas du milieu de terrain, c'est pas possible. Et on a senti que Dallas avait vu tout de suite qu'OKC n'était pas aussi concentré que d'habitude sur la défense du cercle. Ouais, encore, tu vois, sur ces lobes, il y a quelques situations où il me semble qu'on arrive à la piquer une fois. Il me semble, il y a une fois où Shea doit contrer derrière aussi. Il y a quelques situations, une ou deux situations. Il y en a une où il y a J-Dub aussi, je crois, qui arrive à la catch en l'air, mais sinon, c'est possible. Mais c'est une ou deux situations où on est en mode on l'a compris. Mais tu parlais du fait que Dallas avait, que Dallas avait un plan de jeu qui était meilleur, que Dallas arrivait beaucoup plus à faire bouger les lignes du côté d'OKC. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on tend le bâton pour se faire battre. C'est-à-dire que la défense de Dallas, quand est-ce que vous la voyez doubler ? Quand Shea, il est en tête de raquette et qui peut pull-up à midi. Quand Luka Doncic il fait un post-up, on est déjà dessus. Donc forcément, tu te retrouves à défendre à 3 contre 4. Donc déjà, ça n'aide pas parce que tu es hors de position pour prendre le rebond. Ok, ici, c'est pas trop fait manger sur le rebond offensif, assez peu, on va dire. Il y a que il y a 8 à 9. Non, il y a 9 à 8 au niveau des rebonds offensifs pour Dallas. Toujours est-il qu'en fin de match, par exemple, c'est aussi un rebond offensif de PJ Washington qui vient clore l'affaire sur l'espèce de fake comeback, plus le 3 points qu'il met juste avant. Donc oui, en fait,
Je ne comprends plus. Je comprends plus pourquoi Mark Daigneault, et on voit que c'est un choix de Mark Daigneault, parce que sur les dernières possessions de carton, c'est lui qui a dit qu'aux joueurs de venir doubler, et je comprends pas en fait pourquoi au bout de 5 matchs, tu arrives encore à dire je ne fais pas confiance à mes joueurs sur la défense individuelle, je viens doubler sur Luka Doncic, sur Kyrie Irving, qui ont montré tout au long de la série qu'ils vont trouver le bon joueur, et de continuer à essayer de jouer un peu les pourcentages sur Derrick Jones Jr., sur PJ Washington dans les corners, sur Josh Green, sur Tim Hardaway. Pour moi, je ne comprends pas, en fait, que tu le fasses. Je comprends. Que tu le fasses systématiquement sans jamais envoyer d'alternative, je comprends pas. Pour moi, en fait, Mark Daigneault, il est un peu en train de ressembler à Bud, c'est-à-dire saison régulière excellente. Par contre, quand il faut trouver des plans de jeu pour des adaptations en playoff, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va pas non plus tout jeter à la poubelle. Mais je ne comprends plus, et je le comprenais déjà pas énormément, je comprenais déjà plus énormément à partir du match 4. Je comprends plus cette obstination à venir doubler sur Luka, qui en plus te met une sauce. Alors, sur ça, peut-être, je peux pondérer en disant que sur le 5, quand il défend en individuel sur lui, il te met une sauce, parce qu'il a mis ses steps back à 3 points, il a mis ses drives, etc. etc. Donc là, pour le coup, il a été excellent, mais je sais pas, aussi systématique, je comprends plus. Et avec assez peu de variance, je comprends plus non plus, sachant que on a dû avoir 2 possessions sur le match 5 où on a envoyé de la zone en plus de ça. Ouais. Après, Daigneault, c'est un coach qui découvre les playoffs. Ça se voit un peu, parce que Jason Kidd est vraiment en train de prendre le dessus. Et ouais, après, et c'est un match où tu doubles Kyrie ou Luka, surtout Luka, et pourtant Kyrie et Luka, dès l'entame de match, et c'est un truc qu'ils faisaient très peu dans cette série, ils ont pris des tirs. Ils ont apporté au scoring d'entrée. Alors Kyrie, du coup, il a apporté au scoring en début de match et il l'a plus fait après. Il a fait l'inverse de d'habitude. Ouais, bah oui, il avait pas besoin. Dallas avait de l'avance en soi, et puis il y avait des mecs en rythme, hein. Comme dit, Derrick Jones Jr. encore. Mais voilà, c'est pour ça que la défense d'OKC a pris l'eau en première mi-temps, c'est que tu avais ce plan de jeu de doublé, et du coup, les role-players, Gafford Lively, Derrick Jones, ils ont sanctionné. Mais en même temps, même en faisant ça, tu avais Luka Doncic qui te mettait une sauce en individuel parce qu'il rentrait tous ses tirs et qu'il avait décidé qu'il allait prendre des tirs tôt dans le match. Donc ouais, c'est vrai que là, autant j'ai dit que Mark Daigneault, je lui reproche pas grand-chose sur le plan de jeu offensif, même si l'attaque d'OKC n'a pas été bonne. C'est pas trop dû à son plan de jeu, je trouve. Autant c'est vrai que défensivement, il s'est un peu perdu. Et on n'a pas... on sait que pour battre ces Mavs, il va falloir qu'OKC fasse une grosse prestation défensive. C'est ça qui avait marché au match 4. C'est qu'OKC avait resserré la vis en défense, et il y a un carton où Dallas met 15 points. Là, la défense, c'est un peu délité, et du coup, c'est pour ça qu'OKC n'a pas vraiment eu de chance de remporter ce match. Il fallait peut-être se dire, ok, Luka, faut qu'il nous en mette 50. S'il nous en met 50, tant pis. Mais on laisse les role-players dehors, parce que tu voyais que Luka était en feu, et que en venant doubler sur lui, il allait faire les bons choix, et que il allait t'avoir mis des paniers, plus les role-players autour, ils allaient prendre du rythme. C'est rarement la bonne formule pour faire une bonne prestation défensive. Oui, c'est-à-dire que Luka, sur ce match-là, il a eu et l'efficacité et le playmaking. Donc effectivement, ça va être un petit peu difficile, mais c'est ce que, sur Luka, 50 points, c'est ce que disait Nicolas Batum. Alors, je sais pas, voilà, c'est lui, comme il a défendu Luka sur une série de playoffs, il disait que le plan de jeu des Clippers, c'était on laisse Luka faire sa sauce, par contre, on quadrille tout derrière. Bon, là, toujours est-il que OKC n'a pas su faire ça, mais sur cet aspect défensif, je suis d'accord. De toute façon, OKC a besoin d'une grosse paire défensive, puisque OKC n'a toujours pas gagné un match de playoff lorsque l'adversaire dépasse les 100 points. Par contre, sur cet aspect un petit peu... sur l'aspect défensif, je trouve qu'il y a eu des mi-temps où Dallas a marqué plus de points sur la série, mais je me demande si cette première mi-temps, c'est pas la plus mauvaise mi-temps défensive qu'on ait vu du Thunder sur cette série. Tant dans la raquette, c'était open bar. Ouais. De toute façon, tu l'as dit en faisant le résumé. OKC revient à 8 points en fin de mi-temps, et il y a un peu cette action qui symbolise un peu cette défense moyenne, c'est que Josh Green, il rate un 3 grand ouvert, mais il le rate bien en plus, et il y a une passivité qui fait qu'il prend le rebond et il va au panier tout seul, quoi. Et c'est une action, je trouve, qui représente bien la première mi-temps d'OKC défensivement. Ils étaient pas autant dedans, et ça a coûté cher parce que t'as pris un retard que t'as jamais pu rattraper. Oui, comme souvent sur tous les matchs de la série, puisque je sais pas la stat, je vais essayer de la calculer là en même temps que je vais te lancer sur le prochain sujet, mais je pense que OKC a dû passer 75% de la série derrière au niveau du score, tellement on ne fait que de partir de loin systématiquement.
Tom, je vais te lancer sur l'autre côté du terrain. Là aussi, c'est encore une magnifique performance de la part de la meilleure équipe en termes de pourcentage de réussite à 3 points sur la saison régulière. 10 sur 40 à 3 points. Allez, 10 sur 39, puisque il y a le magnifique airball d'Ousmane Dieng dans le garbage time. On va dire 10 sur 39 à 3 points. Encore une fois, alors 10 sur 39 à 3 points, sachant que c'est 8 sur 35 pour les joueurs qui ne s'appellent pas Shai Gilgeous-Alexander, sachant que Shai est le joueur le plus adroit à 3 points du Thunder sur la série. Ça montre encore une fois qu'il est obligé de tout faire tout seul. Non, sur cette adresse à 3 points, je pense que c'est un peu je suis un peu mitigé sur cet aspect-là, parce que je lis beaucoup sur Twitter. Le plan de jeu défensif des Mavs est fabuleux. Jason Kidd a outplay Mark Delholt, et je suis en partie d'accord, mais il y a un truc, je suis partagé, je me dis, c'est ce que j'avais dit sur le match 4, à quel point cette défense est sublimée, parce que OKC ne peut pas mettre un panier à 3 points pour sauver ne serait-ce que sa vie. C'est-à-dire qu'il y a énormément de bons close-out du côté de Dallas. Si vous regardez les 3 points considérés comme ouverts et pas comme grand ouverts, OKC en tente 21 sur ce match 5, pour tirer à 4 sur 21, bien sûr. Et sur les 3 points considérés comme grand ouvert, ce qui était la majorité des tirs à 3 points du Thunder cette saison, OKC n'en tente que 18. Alors par contre, le 6 sur 18 était vraiment pas nécessaire en termes de réussite, mais on voit en fait que contrairement à Dallas, qui eux ont toujours des tirs wide open, parce que sur les close-out, on n'est pas forcément aussi efficace que eux le sont, et ben OKC, il y a toujours quelqu'un qui sort, il y a toujours une espèce de mini pression ou de mini joueur en train de sortir pour au moins éviter que les shooters se retrouvent dans des fauteuils. Alors, il y a des situations, encore une fois, de perte de lucidité totale sur ces 3 points. Isaiah Joe, Lou Dort, ça, c'est des joueurs. Kayson Wallace, ils n'ont pas toujours fait les bons choix, mais sur cette adresse à 3 points, c'est un petit peu le facteur, on va dire, le facteur déterminant de cette série, parce qu'on avait vu sur le match 1, lorsque OKC a rentré ses 3 points, que tout de suite la défense de Dallas était moins bonne, même s'il y a des ajustements après. Donc, assez tourné autour du pot. Tom, je vais te lancer. Est-ce que cette série, ou en tout cas, est-ce que cette performance du Thunder, cette performance offensive du Thunder sur la série, se résume à OKC à manquer les 3 points, ou en fait, il y a des close-out de bonne qualité de la part des joueurs de Dallas. Tu prends beaucoup plus de tirs en fin d'horloge que ce que tu n'as pris en saison régulière. Et du coup, c'est un des facteurs qui peut aussi expliquer cette maladresse. C'est un peu des deux. c'est un peu des deux. La défense de Dallas est très bien organisée. Ça, franchement, faut l'avouer. Et de base, sur la régulière, alors c'est une équipe qui a progressé défensivement sur la régulière, mais à la base, c'était pas une bonne défense, Dallas. Par contre, c'est une très bonne défense de playoff, qui sait s'organiser en playoff pour s'adapter à sa match-up. Et ils ont pris une sauce au Game 1 depuis Dallas. C'est très solide défensivement, et l'attaque d'OKC n'arrive pas à trouver de rythme. Et on trouve de moins en moins. Parce qu'il y avait j'ai vu un tweet comme ça qui résumait le nombre de points d'OKC match par match, et ça descend petit à petit. Là, on est passé sous les 100 points, on va peut-être passer sous les 90 au Game 6, on ne sait pas. Mais on va finir comme les Pels. Ah ouais, non, là, ça va être terrible. Hein. Mais ouais, non, c'est la défense de Dallas, oui, met en difficulté l'équipe d'OKC. On en avait parlé sur le Game 4, Dallas autorisé, enfin, on l'avait dit, c'est sur du shotmaking qu'OKC a réussi à faire la différence, parce que Shai Gilgeous-Alexander a fait un match énorme au niveau shotmaking. Mais Dallas refusait l'accès au cercle et défendait bien sur les close-out à 3 points, comme tu l'as dit. Et ils ont des mecs très agressifs là-dessus. Encore, je vais parler que d'Eric Jones parce qu'il a fait un excellent match, mais là-dessus, il est très bon. Josh Green, c'est un mec qui est très agressif là-dessus aussi. Et c'est des mecs qui comptent pas leurs efforts. Et pourtant, quand tu vois que tu as Daniel Gafford, alors Derek Lively est plutôt mobile pour un mec de son profil, mais quand tu vois que tu as Daniel Gafford dans la raquette, tu pourrais dire que c'est un mec à exploiter niveau mobilité, et tu ressens pas vraiment ce problème-là qu'a Daniel Gafford sur son profil, parce que, vu comment la défense est organisée, tu as un PJ Washington qui vient aider, tu as des mecs autour qui font les efforts, même Kyrie Irving, par exemple, fait les efforts pour bien close out. Par contre, sur ce Game 5, en tout cas, je trouve que c'est plus l'attaque d'OKC qui a failli, et le manque de réussite que sur le Game 4, par exemple, parce que la manière d'attaquer du Thunder que tu as vu sur la saison, c'était un truc que tu pouvais appliquer sur ce match-là. Il y avait beaucoup moins de dépendance au shotmaking, il y avait plus d'accès au cercle,
Shea, il a fini des actions au cercle. Même J-Dub a fini dans le quatrième quart on a eu un peu de quatrième quart-temps de J-Dub et c'est sur des... un petit peu, hein, mais c'est sur de l'attaque du panier où il a réussi à trouver des lignes de drive. T'avais des tirs, tu l'as dit, des tirs ouverts. T'as tenté 43 points. Donc en soi, la manière que tu avais d'attaquer habituellement, tu as réussi à l'appliquer théoriquement sur ce match. Par contre, tu as une adresse catastrophique, le 10 sur 40, il n'est pas possible. Et comme tu l'as dit, Shea, c'est notre meilleur shooter. On était sur un match mid de Josh Giddey qui a 1 sur 3 et de Jalen qui a 1 sur 3 aussi. Mais quand tu vois, du coup, si tu cumules Dort, Chet, Isaiah Joe, Kayson Wallace, t'as combien? Attends, je suis en train de compter. T'es à 6 sur 5, 13, 6 sur 26 à 3 points. Sur ces 4 mecs-là qui sont censés être des mecs fiables à 3 points surtout. Ouais. Donc, c'est pas possible. Là, la défense de Dallas, oui, elle est bien organisée, mais à un moment donné, tu les avais, tes occasions de scorer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai du mal à reprocher le plan de jeu offensif de Mark Daigneault parce que t'avais les occasions de sanctionner offensivement et trouver du rythme en attaque. Par contre, personne n'a rentré ses tirs. Donc voilà, c'est compliqué de gagner quand tous tes joueurs censés être à droit à 3 points sont défaillants et qu'il n'y en a aucun qui arrive à rentrer ses paniers. Ouais, après, alors je vais aller vous chercher la stat. Sur cette série, Dallas a mené 70% de la série en termes de score, 70% du temps de la série. Et depuis le match 1, OKC a mené 18 minutes sur 4 matchs. Donc 96 plus 96, donc sur 192 minutes de basket, OKC a mené 18 minutes. Voilà. Donc quand on fera le débrief, il n'y aura pas grand-chose à dire, hormis tip your hat, comme disent les Américains au mas. Non, après, sur cette adresse à 3 points, en fait, je suis mitigé parce que, comme j'ai dit, beaucoup de situations où finalement tu avais des tirs en fin d'horloge, tu avais des tirs qui étaient certes ouverts, mais relativement ouverts, mais où ça sortait bien du côté de Dallas. Et surtout, je trouve que sur le plan de jeu, en fait, les Mavs, regardez des séquences, franchement, je ne sais plus qui l'a tweeté sur Twitter, mais si vous avez envie de revoir le match, revoyez le match, mais si vous avez envie de revoir le match, regardez des séquences défensives des Mavs et vous focalisez que sur Derek Lively ou sur Daniel Gafford. Les mecs ne sortent jamais de la raquette. Ils ne sortent plus de la raquette. Et ça, c'est un point où on n'a pas encore trouvé de solution parce que le jeu du Thunder, il était efficace à 3 points, mais parce que tu avais du drive and kick aussi. Là où j'ai plus l'impression que le 3 points du Thunder, c'est du swing. Vas-y, je te passe la balle, comme on n'a pas de solution, tu tentes à 3 points. Je n'ai pas ces situations où c'est vraiment du drive and kick pur, où Taché qui va draguer, bien sûr, Taché qui va driver, qui va créer un décalage pour sanctionner dans les corners. J'ai plus l'impression là que c'est du 3 points par dépit, vraiment, même s'ils sont ouverts. C'est un peu ce que Dallas a aussi envie de te donner. Et c'est des tentatives à 3 points par dépit parce que tu n'arrives pas vraiment à trouver de solution. Encore une fois, sur l'efficacité, tu en as parlé, OKC termine à 16 sur 21 au cercle, ça fait 76%, c'est très bien. Par contre, tu n'as que 26% des tirs qui sont tentés près du cercle. Tu as encore 31% de mid-range, tu as 16% de long mid, donc qui sont des tirs que la défense de Dallas va te donner tous les jours. Donc, ouais, pour moi, il y a cette espèce de mix entre tes 3 points tombent pas dedans, mais en même temps, les 3 points que tu prends sur cette série face à Dallas et 3 points que tu prenais en régulière sont pas toujours les mêmes, sont pas toujours avec la même shot clock et sont pas toujours issus du même processus juste avant. Dallas fait beaucoup d'efforts défensifs, donc du coup, il te pousse dans tes retranchements. Et c'est vrai que le fait de voir Gafford et Lively jamais sortir du cercle. Lively, pourtant, c'est un mec qui a de la mobilité latérale, donc tu pourrais dire que Dallas serait OK avec l'idée de le voir sortir du panier parce qu'il est capable, sur quelques séquences, de tenir un extérieur. Mais c'est là où tu vois que c'est une série où Daniel Gafford est bon et où il est pertinent sur le terrain et où il a un vrai temps de jeu. Si OKC était pertinent offensivement, Daniel Gafford jouerait très peu. Il jouerait 10 minutes. Et on aurait beaucoup plus de Derek Lively, on aurait beaucoup plus de PJ Washington en 5, par exemple, parce que Dallas serait obligé de s'adapter à face aux Clippers. Voilà, exactement. Face aux Clippers, Daniel Gafford, il tenait pas la route. Et là, ça closait avec Kleber, quoi. Ben voilà, c'est ça. Et ils n'ont pas Maxi Kleber en plus, donc ça aurait été parfait de les pousser dans leur retranchement comme ça. Et là, le fait est que défensivement, Dallas, ils tiennent très bien la route et OKC sanctionne rien. Après, oui, je suis assez d'accord sur le fait que ce soit des tirs avec notamment de la fin d'horloge parce que Dallas te pousse à faire 1 ou 2 passes en plus pour te faire prendre ton tir. Par contre, quand tu
vois certaines séquences. Enfin, Cason Wallace, il y a quand même un moment donné en seconde mi-temps, il a 3 fois le même tir corner gauche grand ouvert et 3 fois il le rate au même endroit sur l'arceau. Il y a un moment donné où il faut que les tirs y rentrent, les mecs, il faut se concentrer un peu. Et ouais, il y a des défaillances individuelles qui sont notables sur ce match à 3 points. Tu l'as dit, Dallas, il te laisse jamais de tir grand ouvert, mais tu as quand même pas mal de tirs ouverts. Tu as l'impression que OKC, dès qu'ils voient un défenseur qui arrive à moins de 2 mètres, ça veut plus, ça rentre plus, il panique, quoi. Ouais, c'est pas possible en playoff de réagir comme ça. Peut-être que ouais, c'est parce que le Thunder découvre les playoffs, ce groupe-là, et que du coup, ils sont pas habitués à cette intensité-là, et qu'en régulière, ils déroulaient plus parce qu'il y avait moins de pression défensive. Je sais pas, mais en tout cas, le fait est que OKC rentre pas ses tirs, et ça le fait depuis plusieurs matchs, donc on peut pas juste dire que c'est un manque de chance. Il y a forcément d'autres facteurs que ça. Bah oui, non, mais là, de toute façon, vous regardez le match 2, OKC tire à 10 sur 30 à 3 points. Le match 3, OKC tire à 10 sur 30 à 3 points. Le match 4, OKC tire à 7 sur 27 à 3 points. Et le match 5, OKC tire à 10 sur 40 à 3 points. Donc là, il y a un moment où, quand tu fais 4 matchs de suite avec une prestation aussi horrible à 3 points, tu vas pas pouvoir t'en sortir globalement. Et que c'est pas juste... oui, enfin... Pour moi, la conf de presse après le match 5 où J-Dub et Degnaud disent oui, on a eu des bons tirs. Je suis en mode, les bons tirs, c'est les airballs de Lou Dort à 11 mètres sur transition. C'est ça considéré comme étant des bons tirs. Donc, on va peut-être passer justement sur l'individuel, même si encore une fois, on va se répéter. En tout cas, voilà. Moi, je vais avoir la pression de me répéter, donc je vais être un peu en retrait sur cette section-là. Je vais te lancer, Tom. Tiens, je te donne l'honneur. Vas-y. De quel joueur souhaites-tu parler en premier? Est-ce que tu veux parler du poulet sans tête d'or? Est-ce que tu veux parler de J-Dub qui se cache autant que sur les 2 matchs du play-in l'an dernier? Est-ce que tu veux parler de Chet qui offensivement est un fantôme? Est-ce que tu veux, je sais pas. The floor is yours. Lance-toi, vas-y, parle-nous du joueur que tu as envie d'évoquer sur le début. Bon, j'ai envie de parler de Chet, parce qu'on a déjà parlé de sa défense, donc ça va être assez court offensivement, mais on l'a dit, défensivement, c'est pas un bon match de Chet, pas aidé, mais en tout cas, il a clairement pas eu l'impact qu'il a eu sur les autres matchs de la série. En attaque, il a jamais trouvé son rythme. En fin de match, il met un gros dunk en putback, il essaie de contribuer un peu, mais c'est un peu tard. Et ce qui est dommage, c'est qu'il fait partie de ces mecs qui ont été défaillants à 3 points, sachant qu'en début de match, il y a eu pas mal de tirs ouverts sur du pick and pop, ou du genre de faux pick and pop, parce qu'il pose pas vraiment l'écran pour Shai. Mais en tout cas, il y a, sur les premières possessions du match, il y a, je crois, 2 ou 3 pick and pop entre Shai et Chet. Et Chet a des tirs ouverts, il en met un, mais sinon, ça rentre pas et c'est des gros ratés, quoi. C'est pas des tirs qui font gamelle, hein. C'est du bord d'arceau, c'est vraiment pas des bons tirs. Court. Et Chet est totalement en rythme offensivement. Et globalement, a pas fait un bon match globalement, mais en attaque, voilà, sur le match 4, il avait été pertinent, il avait réussi à sanctionner près du cercle. Là, sur ce match-là, il a été peut-être pas anecdotique en attaque, mais pas terrible en tout cas. Donc, alors que ces pick and pop, on les réclamait. Le fait qu'il y ait un peu plus de séquences comme ça, on les a eu, mais là, Chet, faut les mettre les tirs. Oui, non, je suis d'accord. Ouais, à quel point, ça je l'ai tweeté aussi, à quel point on a justifié sa perte d'adresse post-All-Star Break, puisqu'il a 32% à 3 points post-All-Star Break, sur la fatigue physique, au lieu de se dire, il était peut-être en surchauffe en étant à 40 sur la première partie de saison. Je pense que la vérité du tir de Chet se situe ni à 39 ni à 32,5, mais plus à 36-37, et pour le coup, il n'a pas cette... on va dire que quand il shoot bien, il shoot très bien. Par contre, là, ça fait un sacré paquet de temps qu'il shoot pas très bien. Je sais pas ses pourcentages à 3 points sur les playoffs, mais hormis le match 2 face au Pels, ça doit être, je pense, une calamité. Mais voilà, toujours est-il que difficile. Enfin, il est à 27% sur les 3 points sur ses playoffs. 5 tentatives par match. Hein. Pourtant, il en prend. Hein. Mais ça veut pas. Mais Chet, le truc qu'il va falloir faire progresser, c'est pour être un shooter élite chez les grands. Parce que les grands shootent jamais à 40% à 3 points. Brook Lopez, qui est un peu la référence des postes 5 shooters, ces saisons, globalement, c'est entre 35 et 37% à 3 points. Mais par contre, c'est un mec qui est plus régulier. Tu es beaucoup plus sûr de ce que va t'apporter Brook Lopez au tir. Un Kristaps Porzingis, il a encore un peu d'irrégularité, mais globalement, c'est un mec
qui représente toujours une menace à 3 points. Chet, c'est pas encore le cas, c'est plus des séries. Et comme tu l'as dit, en première partie de saison, il était à 40%, c'était une surchauffe. Et ce sera jamais un shooter à 40% réellement, Chet. Et c'est déjà, je pense, un shooter à 35-36%, mais un shooter de série. Et là, en playoff, il n'est pas sur le bon côté de la série. Et ça nous donne du 28%. Et un mec qui a un minimum respecté à 3 points, mais on monte pas totalement sur lui. On se dit, bon, si Chet le met, tant pis, quoi. Et Dallas a totalement raison, par exemple, de défendre comme ça, parce qu'il l'aimait pas, ces tirs, Chet. Oui, et puis surtout, il y a ce côté... il n'y a pas le côté quick release. La mécanique de tir de Chet est quand même assez lente, donc du coup, ils ont le temps de sortir aussi. Et il n'y a pas cette menace de dire, si on a un demi-espace de retard, il est capable de catch and shoot, de nous catch and shoot dessus. Je pense que Dallas est un peu OK avec le fait de sortir, de laisser un tout petit peu d'espace à Chet, parce que tu te dis, avec la mécanique de tir, plus le fait qu'il ne met pas dedans, tu auras le temps de sortir pour contester un minimum. Après, voilà, sur les limitations de création offensive, c'est des trucs que j'avais soulignés et qu'on avait souligné tout au long de la saison. Donc oui, il est incapable de jouer un mismatch. Je crois qu'il perd des ballons aussi un peu bêtes, mais encore une fois, ça, c'est des trucs qu'on a soulignés tout au long de la saison concernant Chet. Donc malheureusement, ça n'allait pas se transformer sur ces playoffs. C'est pas une surprise, ça, en soi. Mais quand tu regardes, tu l'as dit, le quick release, Brook Lopez, il a un release rapide. Et en plus, dans la manière dont il prend le tir, il se met un peu en arrière et il empêche le contest adverse. Et Porzingis, alors lui, il a un tir plutôt vers l'avant, mais vu qu'il fait plus de 2,20 m, c'est beaucoup moins un problème. Et il a un release qui est assez rapide aussi. Donc ouais, c'est un point sur lequel Chet doit progresser. Peut-être le fait qu'il s'étoffe un peu physiquement, ça peut peut-être l'aider de se créer un peu d'espace autour de lui. Et de toute façon, on l'a vu sur le match, Derrick Jones, il lui met un contre sur un tir à 3 points. Et après, il finit en transition d'ailleurs, donc ça nous a coûté cher cette action-là. Mais oui, Chet. Après, le reste, oui, des limitations offensives, on le savait déjà. C'est d'abord un joueur défensif, et c'est pas, j'irai pas lui reprocher ça personnellement. C'est sur le 3 points où il est pas bon sur le 3 points, il est pas assez efficace. Oui, encore une fois, on va nous dire que, enfin, je pense qu'on va nous dire que, on va me dire que je suis dur envers Chet et surtout envers J-Dub, dont on va parler juste après. Mais pourquoi je critique pas l'impossibilité de Chet de sanctionner un mismatch, c'est que c'était déjà le cas en saison régulière. Par contre, J-Dub qui ne prend pas ses responsabilités, qui fait 14 pump fake, qui tente 3 catch and shoot à 3 points sur la série. Je juge pas sur son année d'expérience, je juge sur ce que j'ai vu en saison régulière. Et en saison régulière, on a vu un joueur qui était la deuxième option offensive d'un seed 1. Il peut être sophomore, il peut découvrir les playoffs. Il sera jugé sur ce que j'ai vu en saison régulière. Voilà, vous pouvez ne pas partager mon avis, vous pouvez ne pas partager mon critère d'évaluation. Toujours est-il que je préfère regarder le contenu sur le terrain que l'âge ou l'année d'expérience. Donc voilà pour J-Dub. Sur le match 4, on avait dit qu'il ne s'était pas caché. Là, il s'est complètement caché. Pour être très honnête, beaucoup de situations où il semblait ne pas être confiant. Même lui, on a parlé en conférence de presse, je dois faire mieux. Oui, c'est bien de le dire en conférence de presse, mais ce serait bien de l'appliquer quand tu arrives sur le 5e match de la série. Donc voilà, encore une fois, c'est de très très loin celui qui me déçoit le plus sur cette série face à Dallas. Je trouve complètement ses pompes, je trouve inefficace au possible. Je trouve que voilà, en début de série, il y avait un petit peu de playmaking. Même là, le playmaking, il a complètement disparu. Donc, ouais, 3 catch and shoot tentés à 3 points. Alors, comme on l'avait dit tout au long de la saison, c'était pas un shooter de volume à 3 points. Et ça aussi, c'est un point qui pèse énormément sur l'attaque de OKC. C'est que comme personne n'est ni un shooter de volume à 3 points, ni une menace sur pull-up à 3 points, tu manques de variété. Et du coup, la défense de Dallas, de facto, est plus resserré sur les lignes de draft parce qu'il y a moins cette menace du pull-up à 3 points ou du gros shooter de volume. Mais voilà, sur J-Dub, ouais, encore une fois, très, 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 très décevant. Je pense qu'il n'est pas. Voilà, tout le monde est à peu près fautif, très honnêtement. Il n'y a pas un seul bouc émissaire, mais je pense que si on devait classer dans l'ordre des responsabilités, en tout cas offensivement, je pense qu'il n'aide pas. Il n'aide vraiment pas. Ouais, tu sens sur cette série qu'il n'a pas le niveau d'une deuxième option offensive en playoff pour le moment. Contre les Pels, il a été très bon, mais l'adversité était assez faible. Là, ouais, c'est compliqué. Il finit à 6 sur 13, tu te dis que c'est pas mal. Il fait 4 sur 5 dans le 4e quart. Ouais. Ça sauve un peu sa ligne de stats parce que sinon, c'est du 2 sur 8. Et il provoque pas de lancer, comme tu l'as dit, il prend pas assez de 3 points. Et ça ne supprime pas sa très belle saison régulière et le fait qu'il y a une progression qui était pas attendue à ce niveau-là en régulière. Et de toute façon, quand on fera le bilan de la saison,
Il aura des félicitations, hein, J-Dub, parce qu'on ne l'attendait pas aussi fort. Mais on se rend compte aussi que ce qu'il a fait en saison régulière, c'était aussi dû aux espaces qu'il y avait et au fait qu'il n'a pas il n'est pas le centre de l'attention défensivement. En tout cas, il l'était pas en régulière. Et là, on voit Dallas qui s'adapte à J-Dub, qui lui laisse pas de ligne de drive, qui sait que J-Dub n'est pas un bon joueur pour provoquer des lancers, donc il peut se permettre d'être assez physique sur lui, parce qu'il sait pas comment vendre des lancers, comme c'est le faire cher. On va pas lui demander de devenir aussi fort que Shea là-dessus, mais de savoir avoir des coups de sifflet. J-Dub a pas ça, et sur cette série, il souffre énormément du coup, parce que il tente trop peu de 3 points et que ses drives, ils passent pas. Donc ouais, je vais pas m'étendre 107 ans sur J-Dub, hein, je suis globalement d'accord avec toi. C'est une série très décevante, et c'est c'est pas le moins bon joueur d'OKC sur la série, mais c'est la plus grosse déception en tout cas, au vu des attentes qu'on avait, au vu de la régulière et aussi du premier tour de playoff. Je suis d'accord avec toi, mais c'est surtout, sur J-Dub, on en parlera, je sais pas, tout au long de l'été, on verra quand, au moment où on en parlera, mais je suis globalement encore beaucoup plus bas sur les gens, sur J-Dub que la majorité des gens. Pourquoi? Parce que ce qu'on a vu cette saison, en fait, il y avait beaucoup de surchauffe, notamment sur le jeu de pull-up. C'est-à-dire que J-Dub, sur les joueurs qui tentaient énormément de pull-up, sur les 50 joueurs qui tentaient le plus de pull-up, à l'EFG, il était deuxième en efficacité sur la saison régulière. Il y a un truc, pour un sophomore, pour le coup, c'est une surchauffe complète. Et ben là, bizarrement, le pull-up de J-Dub face aux Mavs, il est à 10 sur 34, ça fait 29%. Donc, forcément, quand tu es un peu moins rayonnant sur le jeu en pull-up et que tu trouves pas de solution de tir facile, que ce soit près du panier ou que ce soit en allant gratter des lancers francs, tout de suite, tu es un peu moins transparent. Enfin, tu es un peu plus transparent. Alors, c'est un peu comme l'adresse à 3 points de Chet. Je pense pas que J-Dub soit le meilleur joueur de pull-up de toute la NBA. Et je pense pas non plus que ce soit un joueur à 29%. La vérité se trouve entre les deux, mais force est de constater que les deux qui passent à travers, que ce soit en termes d'efficacité ou sur ce qui ont fait leur force en saison régulière en attaque, ça pèse énormément sur OKC. Et chez Gedius Alexander se retrouve complètement esselé, même si, je vais faire très rapidement sur Shea, même si j'aimerais bien honnêtement le voir tenter un peu plus de tirs. Je pense que franchement, c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit sur cette série, même si voilà, défensivement, sur les close-out, il n'est pas aidé par les schémas défensifs de Mark Daigneault, mais sur les close-out, il est souvent en retard. C'est souvent lui qui sort pas assez fort sur le shooter dans les corners. Derrick Jones Jr., c'était lui qui défendait sur certaines possessions. Enfin, c'était Shea qui défendait sur certaines possessions sur Derrick Jones Jr. Au moment où il met sa mixtape, il est complètement à blâmer sur certaines possessions défensives, mais il y a un tel volume en attaque que c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit défensivement, même si en attaque, quand tu vois, oui, tu as confiance en tes coéquipiers, bien sûr, il l'a répété en conférence de presse, et globalement, OKC est first seed parce que Shea a fait confiance à ses coéquipiers et parce qu'il n'était pas tout seul sur cette saison régulière à scorer. Quand tu vois qu'il n'y a rien qui se crée, quand tu vois que globalement Dallas n'est pas toujours le plus agressif sur toi, c'est-à-dire que tu n'as pas systématiquement des double teams ou des traps comme c'était le cas par exemple face aux Pels, j'aimerais le voir tenter plus de tirs. Il termine avec 22 tirs tentés. Pour moi, c'était pas assez. Quitte à ce que OKC tire à 40% au tir sur le match, je préfère qu'il y en ait 31 qui soient tentés par Shea, qu'il y en ait 11 de Chet, qu'il y en ait 7 de Cason Wallace ou qu'il y en ait 11 de Lou Dort. Voilà, je pense qu'il y a des situations où, quand ton équipe est en galère, Anthony Edwards a mis 44 points en tentant plus de 30 tirs, Jalen Brunson a mis 47 points en tentant plus de 30 tirs. Shea, il arrive à 35, il dépasse jamais les 35 et c'est difficile encore une fois. Je lui reproche rien du tout, hein, que je ne passe pour pas passer pour un hater de Shea, mais il n'y a pas ce côté que peuvent avoir certains de je vais augmenter mon volume, ok, je vais un petit peu take over les matchs qui parfois pourraient être bénéfiques pour le Thunder. Ouais, comme un Luka Doncic pourrait le faire aussi, hein, d'ailleurs. Si on veut comparer à un mec qui est en face de lui. Alors sur la série, Shea fait une bien meilleure série que Luka. Mais Jalen Brunson, c'est un cas un peu à part parce qu'il en prend 30 par match, lui. C'est différent. il a pas le choix. Une dose de tir. Voilà. Et vu les coéquipiers autour, c'est normal. Il n'a pas le choix. Mais oui, je suis assez d'accord. Alors, ça reste quand même un très bon match de Shea. Et moi, ce que j'avais bien aimé, c'est dans le premier quart où les tirs rentrent moins pour Shea. Il n'a pas hésité à distribuer et à donner des bons ballons à ses coéquipiers. Mais je suis globalement d'accord avec toi. C'est vrai que sur le Game 6, si jamais ça part mal pour OKC, Shea, faut qu'il prenne tous les ballons. Là, le troisième quart-temps, il a 14 points à 5 sur 8. Il fait un énorme troisième quart-temps offensivement. Il faut continuer comme ça. Il en prend que 4 dans le quatrième quart. Alors, c'est un quart-temps où OKC est pas trop mal offensivement. Mais il doit beaucoup plus prendre de tirs
beaucoup plus se responsabiliser. Et c'est même pas comme s'il avait pris 22 tirs, mais à la Joel Embiid où il a 14 lancés, tu vois. Donc ça fausse un peu la stat. Il a 6 lancés sur le match, Shai. Donc non, il faut le voir prendre 30 tirs, qu'il soit capable. Ça aussi, c'est peut-être un axe d'amélioration pour Shai, qu'il soit capable d'être ce joueur qui peut foutre plus de 40 points en playoff, plus de 50 points sur un match. Ce genre de mec, parce que Malachi Flynn a réussi à mettre 50 points en régulière. Je ne sais pas pourquoi je serais pas capable de faire ça. Parce qu'il n'y a pas le 3 points. Aussi. Pas 3 points. Attends, mais c'est toujours... le shooter d'OKC sur la série, on a dit. Hein. Oui, mais Malachi Flynn, quand il met 50 points, il y a 7 ou 8 3 points inscrits ou quelque chose dans le genre. C'est juste que, mais vous regardez pour autant Jalen Brunson. Jalen Brunson, il tourne, je sais pas à combien de 3 points il tourne là sur les playoffs 2024, mais c'est pas non plus un très très grand shooter de volume à 3 points. Par contre, il y a du mi-distance, il y a du pull-up. Il tourne à 2-3 points. Allez, 6 tentatives, ça commence à être pas mal. Mais comme il prend 27 tirs, le free flow, le three-point attempted rate, il doit pas être si énorme que ça. Donc voilà, toujours est-il que j'aimerais, quitte à ce qu'il fasse, je sais pas, qu'il fasse 12 sur 31 pour rendre hommage à Kobe, j'aimerais bien qu'il y ait certaines situations, surtout là, comme j'ai dit, la défense n'est pas les plus agressive sur lui, elle est vraiment agressive à partir du moment où il commence à se rapprocher de la raquette. J'aimerais, quand tu vois que tout le monde est en galère, que tout petit peu plus de volume et être capable d'élever son volume, même si c'est le meilleur joueur de la série sur ce match, c'est le meilleur joueur de la série, pardon, tout court, c'est le meilleur joueur des deux côtés de la série, des deux côtés des deux équipes, hein, j'entends, et que voilà, il est encore là sur ce match 5, il regarde Luka Doncic droit dans les yeux, sachant que Luka Doncic fait un match élite, donc difficile de lui reprocher quoi que ce soit. On va parler rapidement de Monsieur Lou Dort, qui c'est un débat qu'on a souvent eu avec Pierre sur les grandes années de reconstruction du Thunder, où j'étais un petit peu critique de Lou Dort en disant que c'était un petit peu catastrophique ses décisions, que voilà, il n'était pas efficace, que les drives de Lou Dort étaient un petit peu dégueulasses. Ce à quoi Pierre me répondait souvent, oui, mais c'est lui qui prend ses responsabilités, il faut bien que quelqu'un prenne les tirs. Et c'est ce qu'on avait dit sur le match 4, c'est que les autres se cachaient et que Lou Dort avait pris ses responsabilités. Mais quand je vois ce match 5 de Lou Dort, je préférais qu'il ne les prenne pas, ses responsabilités, à certains moments. Je préférais qu'il y ait des horloges des 24 qui se terminent, parce que match de Lou Dort offensivement, Tom, je vais te lancer, mais on est sur, je pense, un des matchs et pourtant il y en a eu au cours des années, un des matchs où la prise de décision de Lou Dort est parmi les pires que j'ai pu voir chez Lou Dort durant sa carrière. Alors, il n'y est pas aidé par, encore une fois, le contexte collectif autour de lui qui est catastrophique. Mais là, il y a des situations où il prend des 3 points à 9 mètres en catch and shoot. Qui sont d'ailleurs, celui qui rentre, il y en a un à 9 mètres, là, un side step à 9 mètres qui fait ficelle. C'est le plus dur, évidemment, il rentre celui-là. Et voilà, je trouve que Lou Dort, il avait gagné en efficacité en réduisant son volume. Là, pour le coup, il arrive sur un volume qui explose de nouveau en termes de 3 points et surtout en termes de usage, parce que ça, on n'en a pas parlé. Ça m'embêterait de ne pas le mentionner. Pour mentionner un petit peu le fait que J-Dub se soit un peu caché, il termine à 15% de usage, J-Dub, sur ce match 5. Lou Dort termine à 18. Lou Dort termine à 18, plus d'usage que James Williams. Donc voilà, Tom, sur le cas Lou Dort, très, 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 très difficile. Moi, j'ai pas aimé du tout le match de Lugensdort. Des deux côtés du terrain, d'ailleurs, hein, même en fait, défensivement, il a pas trop pesé sur Luka. Donc, c'est pas forcément qu'il a fait des mauvais choix, mais ouais, là, c'est pas là-dessus qu'il rattrape son cas. Donc maintenant, on va plus le juger offensivement. En défense, c'est voilà, Luka était énorme, c'est comme ça. Tous les défenseurs ont pris des big steps. Rudy Gobert, il a pris une sauce par Jokic énorme. Ça veut pas dire que Rudy Gobert, c'est une tanche en défense. C'est juste que c'est Nikola Jokic en face. Ouais. Mais là, en attaque, non, c'est le même. C'est quoi ça? C'est un gros caca, quoi. C'est vraiment. C'est pas possible. Non, vraiment, il y a des prises de décision. Il fait un airball à un moment donné. Je crois que c'est un 3 points à 45 à droite, là. Mais c'est pas juste un airball, ça touche pas l'arceau. C'est un airball. Pour moi, il a pas tiré sur le même terrain de basket. C'est vraiment très, très loin du panier. Et oui, tu l'as dit, il y a des prises de décision de Lugensdort. On va se faire critiquer pour cette séquence, je te le dis. On va se faire critiquer. Ah oui, mais là, en même temps, regardez le match de Lugensdort. Je suis désolé, les prises de décision. Autant en Game 4, il y avait des fois où il avait pris 10-3 points, les choix étaient plutôt bons. Pourtant, Dallas montait agressivement sur lui à 3 points et on disait, sur les drives, il prend pas des bonnes décisions. Donc, Dallas défend bien sur Dort. Mais Dort, globalement, il avait fait un boulot plutôt correct en termes de prise de décision, en tout cas.
Là, c'est pas du tout le même cas. Il a pris des tirs, tu l'as dit, il prenait des tirs totalement contestés à 9 mètres. C'est pas possible. Et cette histoire de usage, ça montre bien que J-Dub s'est caché et qu'il faut lui taper dessus parce que il doit prendre ses responsabilités. Mais ça montre aussi que Luguensdorf, il a pris des responsabilités qu'il doit jamais prendre. Désolé, les prises de décision de Luguensdorf, non, c'est pas sérieux. Et ouais, j'ai vraiment pas aimé son match, honnêtement. C'est un joueur que j'aime bien, pourtant, mais là, non, là, c'est pas possible. Et sur cette performance décevante offensivement de la part d'OKC, tout le monde est fautif, et notamment Luguensdorf pour les choix qu'il a fait. Le fait qu'il rate des tirs, c'est pas trop grave. Il est à quoi? Il a 2 sur 8 à 3 points. Bah écoute, ça arrive, c'est Luguensdorf. Globalement, il fait une bonne saison à 3 points, mais on sait que des fois, ça peut ne pas rentrer, c'est comme ça. Mais c'est comme Isaiah Joe qui a pris des mauvaises décisions aussi sur certains tirs. Voilà, c'est plus gênant que juste tes tirs rentrent pas, c'est comme ça. Cason Wallace, il finit à 1 sur 5 à 3 points, ses tirs rentrent pas, mais globalement, il avait des tirs ouverts dans un rythme plutôt correct, je trouve. Juste, le corner gauche, faut le travailler à l'entraînement. Mais Joe et surtout Dort, il y a vraiment un problème de prise de décision, et là, ça devient beaucoup plus gênant parce que l'attaque de Casey n'a jamais trouvé de rythme. Et que tu sais que c'est pas avec des choix comme ça de Luguensdorf que tu vas réussir à trouver du rythme. C'est surtout pour ça. Tu sais que c'est voué à l'échec, donc faut changer de manière de faire, quoi. Oui, et puis surtout, tu vois globalement le fait que quand il met pas les 3 points, c'est un non-facteur en attaque parce qu'à 2 points, il est incapable de sanctionner aussi. Il a un moins bon pourcentage. Mais, sur la série, il a un moins bon pourcentage à 2 qu'à 3, par exemple. Ouais. Donc voilà, c'est une faillite un petit peu collective qui fait qu'il y aura beaucoup de boulot cet été. Mais avant ça, il reste encore un match à jouer, un dernier match pour conclure la saison en beauté. Ce sera à 2h, un horaire beaucoup plus correct. Dans la nuit de samedi à dimanche, ce sera du côté de Dallas. On rappelle quelques petits points statistiques avant de te demander ton prono, Tom, sur ce match 6. On rappelle que Kyrie Irving, lorsqu'il a l'opportunité de terminer une série, n'a jamais perdu. 12 victoires, 0 défaites. On rappelle que Dallas, 13-0. Potentiellement, c'est 13-0 parce qu'il y a les Clippers, ouais. Ah, c'est 13-0, voilà. Encore mieux. C'est 13-0. Je vous rappelle aussi que le vainqueur du match 5 remporte 82% des séries. Et si ce n'est pas suffisamment assez, je vous rappelle que Dallas n'a jamais perdu 2 matchs de suite sur ses playoffs. Donc voilà, ça fait beaucoup de situations. Pour ceux qui espèrent encore une qualification du Thunder, vous pouvez, l'espoir fait vivre. Et globalement, il faut des gens qui ont de l'espoir dans ce monde un peu bien gris. Mais est-ce que c'est notre cas, Tom? Est-ce que ça revient au KC pour un Game 7? Déjà, le prono de Charlie Lee, qu'on salue, le 4 de Thunder, finito pipo. Mais est-ce que OKC arrive, contre toute attente, à arracher un Game 7? Charlie Lee, je te suivrai jusqu'au bout. Je fais le même prono. Constant ou Pierre peut réussir son pronostic. Il faut qu'il y ait un Game 7. Ouais. Mais il y a un des deux qui peut encore passer, mais il faut que le Thunder gagne ce Game 6. Comme tu l'as dit, toutes les stats vont contre OKC. Donc, si on regarde le Real Madrid dans Ligue des Champions... Le parquet aussi va contre OKC. Ce qu'on voit sur le parquet va contre OKC. C'est vrai aussi. Mais si on connaît du coup le Real Madrid en Ligue des Champions au foot, on sait que dès qu'on croit que tout est fini, il se passe l'inverse. Et en fait, Rosselló met un doublé. Mais donc, ça voudrait dire qu'OKC prendrait ce Game 6. Moi, j'avoue que vu ce qu'on voit et vu la dynamique, j'y crois pas trop. Là, sur ce Game 5, on a vraiment vu une différence entre les deux équipes. Et hormis le Game 1, on n'a jamais vu OKC au-dessus de Dallas. Là où on a vu, tu l'as dit, hors Game 1, OKC a mené, c'est quoi, 18 minutes, t'avais dit, sur l'entièreté des 4 matchs. Ça fait même pas 10% des minutes. Donc c'est déjà très bien d'avoir pris un match en ayant mené aussi peu. Donc j'avoue que là, je pronostiquerais une fin de saison à Dallas. Donc Kyrie passe en 14-0 pour clore les séries. En espérant me tromper évidemment et qu'on vous fasse un beau débrief du Game 6 et qu'on dise Game 7 tous en slip, c'est parti. C'est parti, on va vivre un moment de ouf. Mais même si le dernier Game 7 de Dallas, je sais plus si c'est contre les Suns où ils leur mettent une sauce. Je sais plus si c'est celui-là leur dernier Game 7. Ouais, c'est celui-là. Ouais. Chez eux en plus. Dallas. Ouais. Avec la vidéo de Chris Paul. Oh là là, Chris Paul met un 3 points. Les Suns reviennent à, je sais plus, moins 30 et quelques là. 42. C'est 42. Moins 42. Mais ouais, non, personnellement, je pronostiquerais Dallas vainqueur. Si je peux ajouter un petit truc, j'espère que Mark Daigneault va, alors même si ça n'a pas du tout marché sur ce match, va reconduire son idée de mettre Josh Giddey en sortie de banc, soit en gardant Isaiah Joe dans le 5, soit en mettant Cason Wallace. Aaron Wiggins, j'ai plus l'impression que ça aurait
ça a plus de sens en sortie de banc, et j'ai surtout l'impression que hors Game 1, c'est pas une bonne série. Donc du coup, qui pourra avoir moins de minutes. Mais j'aime bien cette idée. On n'a pas parlé forcément de Josh Giddey, mais lui, il a fait un bon match pour le coup, en sortie de banc. Il a peu joué, il a joué 11 minutes, il met 11 points, 5 sur 8, il a été pertinent, il a pas mal sanctionné sur des cuts. Donc j'espère le voir en sortie de banc. J'ai un peu dérivé sur le prono, mais j'avais envie de parler de Josh Giddey parce qu'on lui tape souvent dessus. Mais là, il avait fait un bon match, donc c'était bien de le mentionner. Mais ouais, je vois globalement Dallas meilleur que le Thunder, et j'ai pas l'impression que Dallas a envie de laisser traîner sur un Game 7. Ils vont finir le match, finir la série à domicile. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais alors, du coup, 4 de Dallas, mais du coup, on va peut-être, je vais peut-être retourner un petit peu la question. Quel serait le scénario où OKC peut arracher ce match 6 pour toi? C'est quoi? Retour de l'adresse à 3 points comme sur le Game 1, OKC termine à, je sais pas, 15 sur 32 à 3 points, et du coup, bah, ça débloque tout en attaque. Performance Jason Tatumesque face aux Bucks, c'est ce que j'ai posté sur Twitter. C'est la dernière perf pour moi de joueurs récentes, de joueurs menés 3-2 avec le match 6 à l'extérieur qu'à takeover. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas un très grand fan de Jason Tatum, mais cette performance-là m'avait vraiment marqué. C'est quoi? Je sais qu'il met 45 points, de l'adresse à 3 points des role-players. Pour toi, quel est le scénario où OKC peut arracher ce Game 7 si jamais il n'existe? Alors, le scénario Tatum face aux Bucks de la part de Shea, j'y crois pas trop. Hein. Shea, son record en carrière, c'est 44, je crois. Oui, 44. Mais autant que Ouais. Tatum. Non, Tatum, c'est 46 sur le match 46, 6 face ouais. aux Bucks. Ouais, donc tu vois, j'y crois pas trop. Il peut faire un très gros match en foot 35, être très propre, voilà, très bon, il y a pas de souci. Mais pour moi, ça viendra de l'attaque. Parce que la défense, là, on l'a dit sur ce match-là, elle n'a pas été au niveau des autres matchs, mais on a vu OKC être capable de faire des bonnes prestations défensives. L'attaque est en train de tomber, et c'est en retrouvant de l'allant offensif. Pour moi, le scénario où ça passe, c'est J-Dub qui retrouve son niveau. J-Dub, faut qu'il sorte les doigts, il faut qu'il nous sorte une grosse perte. Moi, si J-Dub, il me fait un match à 6 sur 21 au Game 6, mais qu'il a tenté, qu'il a pris du pull-up mi-distance, qu'il a rejoué son jeu, On va lui tomber dessus quand même. on va lui tomber dessus, mais un peu moins que là, parce que là, il se planque. Tu vois, son Game 4, je l'ai préféré à ce Game 5. Le Game 4, il a tenté 19 tirs, il a essayé, il s'est fait contrer par tout Dallas, mais au moins, il a essayé des trucs. Là, le Game 5, non, il est invisible, et il plante des points dans le 4e quart-temps, ce qui enjolive les stats, mais son match n'est pas bon. Ouais. Pour moi, c'est plus un scénario comme ça, avec un step-up de J-Dub offensivement, parce que, à mon avis, la plus grosse défaillance sur cette série, c'est le niveau des lieutenants. Et c'est pas forcément le niveau des role-players en eux-mêmes. Si tu as ton lieutenant, ta deuxième option offensive step-up, la défense de Dallas, ça va commencer à la désorganiser, et tes role-players, ils peuvent commencer à trouver du rythme autour. Mais pour moi, si OKC gagne le Game 6, c'est parce que J-Dub a step-up et a enfin sorti un bon match dans cette série. Ouais, bah, j'ai plus envie, enfin, pour moi, ça peut. OKC peut gagner le match avec Shea à 35 points et avec des role-players qui tournent à 40% à 3 points. Je pense que c'est le seul scénario où ça passe. C'est qu'il faudra les deux. L'un des. Alors, déjà, Shea à 35 points et les autres qui mettent pas dedans, on a vu que ça. On a vu sur suffisamment de matchs que ça suffisait pas à gagner. Et même si tu es à 40% à 3 points et que Shea. Il a son seul match off quasiment de toute la série sur match 6, et ben ça suffira pas à gagner non plus. Il faut un match presque parfait offensivement du Thunder, je pense, pour aller chercher ce match 6, tant Dallas semble quand même être au-dessus. Et défensivement, il faudra quand même essayer de limiter Dallas. C'est-à-dire que même en faisant un match parfait offensivement, tu peux te lancer dans un espèce de grosse bataille offensive, et tu peux même en ressortir vaincu, même en ayant une bonne adresse à 3 points. Ouais. Bah, Donc défensivement, voilà. faut comprendre qu'il faut stopper les role-players. Avant même de stopper Luka et Kyrie, les role-players, faut les couper. Oui. Faut pas les laisser dérouler comme ça se passe depuis le début de la série. Oui, ou alors, comme j'ai vu sur Twitter, on fait rentrer Biyombo pour mettre un écran un peu fort sur Luka. Et puis voilà, le miracle se produit. Non, mais bien sûr, blague à part. Non, on va arrêter là. Bon, finalement, on a fait la même durée que d'habitude, mais c'était peut-être l'avant-dernier débrief de ces playoffs 2024. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors oui, on a été un petit peu négatif, on a eu des têtes un petit peu dépitées, mais n'oubliez pas, ça c'est la phrase que tu utilises souvent quand tu perds, c'est
ça n'est que du sport. Hein. Il se passe des choses bien plus graves ailleurs que ce qui se passe du côté d'OKC. Donc oui, même si très honnêtement, je suis allé ce matin, enfin, je suis allé en cours ce matin, un petit peu dégoûté, hein, et un petit peu avec la rage. Bah écoutez, de toute façon, c'est comme ça. Et puis c'est pas autrement. Bravo à Dallas. Merci à vous donc de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner partout. Sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch, 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Les pouces, les commentaires, merci de votre soutien. On se retrouvera donc dimanche à 2h pour potentiellement le dernier match de cette fabuleuse saison du Thunder. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et on se retrouvera certainement dimanche après-midi pour faire le débrief, soit d'un Game 7, enfin, soit le débrief de ce match 6 et d'un Game 7, soit pour dire fin de saison. Allez, salut! Salut!